Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mauril Agua, bonjour à toutes et à tous. Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Mauril Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Laurent Tonneikes. Nous avons fait le tour des quotidiens ce matin qui essentiellement se sont intéressés pour la plupart à cette visite du président Patrice Talon en Chine, mais également à cette situation d'augmentation anarchique des prix du gaz par les revendeurs. Nous allons évoquer ces sujets-là, mais également parler de cette rentrée 2023-2024 du côté des syndicalistes qui ne veulent pas du tout négocier, ils veulent la totalité des primes. Je pense qu'on va donc démarrer déjà par la visite du président de la République en Chine, c'est demain. Laurent Roland Tonneikes, les relations entre le Bénin et la Chine seront donc réchauffées. Les relations diplomatiques, le président de la République va s'envoler. Tout un programme est prévu, un dîner, un tête-à-tête, et puis le président va visiter des entreprises en Chine. N'est-ce pas un nouveau départ, encore un nouveau départ entre le Bénin et la Chine? Bon, je ne parlerai pas de nouveau départ, mais je parlerai plutôt du renforcement des relations bilatérales entre la Chine et le Bénin. N'oubliez pas que la Chine est présente au Bénin depuis des années et que d'ailleurs la Chine a réalisé beaucoup de choses au Bénin. Et donc il y a nécessité de renforcer cette coopération et de permettre à ce que la Chine se sente mieux d'abord au Bénin et que les Béninois aussi aient, notamment le gouvernement béninois, ait de facilité à continuer à discuter avec le gouvernement chinois. C'est très important pour les deux peuples. Alors au cours de cette visite du chef de l'État, il est précisé que le chef de l'État va participer à la foire internationale du commerce des services de Chine qui se tiendra du 2 au 6 septembre, notamment en Chine, et qu'il va également aussi poursuivre sa visite par, en tout cas, il va visiter le siège du Fonds Chine-Afrique pour le développement, et en même temps va visiter des entreprises chinoises. Et notamment, quand on sait que le chef de l'État, Patrice Talon, est l'initiateur de ce que nous appelons aujourd'hui la GDIZ, qui est une vitrine économique en la matière de la sous-région. On sait bien que quand il était en France pour rencontrer les chefs d'entreprise, c'était pour demander à ces chefs d'entreprise de venir s'installer au Bénin. Désormais, il y a cette volonté du gouvernement de faire en sorte que les entreprises, les grandes entreprises de l'Europe, de l'Asie ou des Amériques viennent s'installer au Bénin pour créer de la richesse et en même temps créer de l'emploi. Donc, ce n'est pas à négliger le nombre d'emplois qui est déjà créé au niveau de la GDIZ. Donc, une fois encore, le chef de l'État va certainement discuter avec les entreprises chinoises, notamment les responsables des entreprises chinoises qu'il aura à visiter, les convaincre de ce qu'il doit pouvoir venir au Bénin pour s'installer, pour avoir d'abord une main-d'œuvre, je dirais quelque part peut-être moins chère, et aussi des facilités qui leur permettent de s'installer. Moi, pour la petite histoire, je me rappelle, il y a je crois, il y a 13 ans ou en 12 ans, une entreprise chinoise était arrivée dans ce pays, et bizarrement, ils sont tombés sur moi avec un autre compatriote. On a dû négocier pour aller au ministère des Affaires étrangères. On a rencontré des cadres à l'époque pour que cette entreprise puisse s'installer au Bénin. Mais il n'y avait pas de facilité parce qu'on avait demandé à cette entreprise de donner des centaines de millions dans les coulisses pour intéresser certaines personnalités. En tout cas, je sais ce dont je parle. Donc, si vous voulez, je vous fournirai les preuves, je donnerai des noms. Donc, pour dire qu'à l'époque, cette entreprise s'est fâchée parce que l'entreprise voulait s'installer au Bénin pour faire des couches pour femmes et enfants. Et maintenant, inonder le marché de la sous-région à partir du Bénin, vendre au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, au Mali. Mais malheureusement, les conditions qui avaient été posées, on était allé à Kpakpa à l'époque, on a vu une entreprise ancienne qui appartient à une ancienne personnalité, je ne vais pas citer son nom non plus, mais qui avait demandé 2 milliards pour céder son entreprise désaffectée. On est allé à l'usine d'Arroson qui était déjà délabrée. On nous a expliqué que les machines qui étaient là appartenaient à des Espagnols, mais qu'ici, ils doivent payer 600 millions. Autant de choses qui ont découragé les gars. Des machines déjà dégradées, donc, il faut payer 500 millions pour ça. Avant de dégager ça. Donc, du coup, les gens se sont découragés, ils sont allés, ils sont dans un autre pays de la sous-région actuellement, ils font ce qu'ils doivent faire, et ils ont créé de l'emploi dans ces pays. Mais aujourd'hui, avec la GTIZ, tout au moins,
je crois que les conditions vont convaincre les Chinois et que ceux-ci viendront s'installer au Bénin pour travailler, créer de la richesse, mais en même temps créer de l'emploi. Parce que le véritable enjeu autour de tous les gouvernements aujourd'hui doit être la création de l'emploi et la création de richesse pour qu'il y ait véritablement une prospérité partagée à tous les niveaux. C'est très important. Très bien. Adrien Chouankou, si le Bénin continue d'entretenir sa relation avec la Chine, ses relations avec la Chine, et que le chef de l'État veuille donc descendre en Chine, effectuer ce voyage-là, n'est-ce pas pour réchauffer correctement les relations, attirer les investisseurs comme il en a l'habitude? Très bien, il faut dire que Patrice Talon s'envole pour la Chine. Vous savez, la Chine est présente au Bénin depuis plus de 50 ans. C'est l'année passée, ils ont célébré leur 50e anniversaire d'investissement, d'actions posées en République du Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Chine a posé assez d'actions salutaires dans notre pays. Quand je prends par exemple les infrastructures de grande envergure réalisées par la Chine au Bénin, on peut citer par exemple le stade de l'amitié de Cotonou, qui est devenu le stade Général Mathieu Kérékou. Et nous avons suivi... Le centre culturel chinois aussi. Le centre culturel chinois. Qui apprennent la langue chinoise. Tout à fait. C'est le centre culturel chinois qui a été la première infrastructure réalisée au Bénin par la Chine. Et c'était la première dans la sous-région, pour ne même pas dire en Afrique en général. Ça fait 48 ans déjà. Donc il faut dire que la Chine a beaucoup fait au Bénin. La Chine est en train de poser assez d'actions et il est quand même bien que le chef de l'État se rende en Chine sur invitation du président de la République fédérale. Je pense que c'est la première fois sous son mandat qu'il part en Chine, c'est ça? Je ne saurais l'affirmer. Il s'était déjà rencontré avec comment vous appelez, le président, le Xi Jinping, je crois, je ne me rappelle plus à quelle occasion. Checkez, voyez-nous ça. Une chose est claire, Patrice Talon... On sait que sous son premier mandat, il n'a pas effectué beaucoup de voyages, vous vous rappelez. Donc, une chose est claire, Patrice Talon qui se rendra en Chine, c'est vrai, il y a des activités, je dirais statutaires, des activités qui seront visibles, mais il y aura aussi beaucoup de choses, de tête-à-tête, à part les tête-à-tête avec les ministres concernés, dont vous savez, ministre du Commerce, ministre des Affaires étrangères, et pourquoi pas ministre de l'Économie et des Finances. Il y aura le grand tête-à-tête, c'est avec bel et bien Xi Jinping, le président de la République fédérale de la Chine. Donc je pense qu'à l'occasion, beaucoup de choses seront remises sur tapis. Vous savez que jusqu'à nouvel ordre, la Chine est toujours en pole position pour réaliser bel et bien. Quoi, vous voulez parler des rails? Non, pour réaliser... Il y a encore ce projet dans ce pays? L'aéroport international de Grodjibé. Ah bon, c'est la Chine. C'est la Chine qui veut réaliser ça en mode BOT. Mais c'est une question de plusieurs cinquantaines de milliards de francs CFA. Cinquantaine de milliards, mais c'est pas beaucoup, ça doit être plus que ça. Non, écoutez, plusieurs millions de milliards, on peut dire ça. Non. Avec cette superficie de l'aéroport et tout, je pense que c'est quand même... Je crois que il y a des individus qui possèdent 50 milliards maintenant, donc ça doit... Non, il y a des milliards cinquantaines, mais c'est un peu un projet à l'heure du jour actuellement, normalement. Écoutez, c'est toujours à l'heure du jour. Moi, je fais partie des journalistes qui travaillent avec l'ambassade de Chine près le Bénin. Vous savez, nous avons une association et on travaille. La fois passée, on en a discuté. C'est toujours à l'heure du jour et que la Chine tient quand même à réaliser ça. Ça peut ne pas être autant de Patrice Talon, autant de régime de la rupture, mais ça sera fait. La Chine y tient. La Chine y tient, mais le gouvernement a remis ça au calendrier grec en attendant. Le gouvernement n'a pas remis ça au calendrier grec. En réalité... Allez revisiter la dernière sortie du ministre des Finances sur la question. Je sais de quoi je vous parle. D'accord, dites-nous. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Une chose est claire, ça sera réalisé. C'est une volonté politique, c'est une question de calendrier. Donc, c'est une question d'argent aussi. L'argent existe déjà. Ah oui? Ah oui, les Chinois sont prêts pour ça. Donc, ça sera fait.
Et puis, vous savez, il y a un problème. Lorsque on a essayé comment dire, de dédommager les propriétaires terriens et tout, et qu'on n'occupe pas le terrain, parfois, il y a des esprits malins qui viennent occuper encore les lieux. Est-ce qu'on a l'assurance que le domaine est en sécurité, sécurisé définitivement? Non, je pense sincèrement que personne n'oserait aller vendre encore ce domaine ou bien acheter ce domaine. En tout cas, si vous... Moi, il est arrivé où des gens m'ont proposé des trucs dans la zone, j'ai été catégorique. J'ai dit, je n'en veux pas parce que je ne connais pas exactement les limites. C'est vrai que je suis allé sur le site une fois pour un reportage, mais le site est tellement grand jusqu'à la frontière de Tori là-bas. Et donc, du coup, tu ne sais pas où tu es en train de prendre un domaine de l'État. Toujours est-il qu'on peut laisser le domaine. Je vois des gens faire, en tout cas, cultiver du maïs, du manioc sur le domaine. Au moins, ça, on peut permettre aux gens de le faire parce que ça permettra aussi de travailler à une certaine autosuffisance alimentaire pour ces populations de la zone. Donc, je crois qu'on ne peut pas empêcher ça. Mais pour rappeler aussi que, oui, le chef de l'État qui va là-bas, certainement, il va négocier beaucoup de choses. C'est vrai qu'il peut, je ne crois pas de l'aéroport, mais... D'abord, il y a plusieurs accords économiques qui seront signés. Oui, si vous lisez l'agenda, c'est dedans. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de certains ministres aux côtés du chef de l'État. Il y a plusieurs accords. Ce ne sont pas des accords de prêt, hein, c'est des accords commerciaux. D'accord. Et en matière de diplomatie, il y a plusieurs accords. Oui, il faut rappeler que Talon était déjà en Chine en 2018. Il avait participé au forum Afrique-Chine en 2018, en septembre 2018. Et donc, c'est la deuxième fois qu'il se rend là-bas pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. J'espère vivement que de bonnes choses tomberont, résulteront de cette visite. Et notamment, moi, je dis une chose, quand on finit de dire le bon côté, il faut toujours attirer l'attention sur le mauvais côté. Parce que, c'est-à-dire les entreprises chinoises, parfois, qui, avec nos compatriotes ici, ça ne passe pas, le courant ne passe pas pour autant, dans une certaine mesure où il y a des plaintes chaque fois, mais personne pour défendre nos compatriotes dans une certaine mesure. Je pense qu'en la matière, oui, la Chine fait bien d'être en Afrique, de gagner des marchés, mais au-delà de tout, respectons les ouvriers. Respectons les ouvriers. En fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que le gouvernement a facilité l'environnement juridique aujourd'hui, et cet environnement qui pouvait permettre aux Béninois de porter plainte. Pourquoi le gouvernement a créé le tribunal économique, le tribunal du commerce? C'est pour que les gens se rapprochent très rapidement de ce tribunal pour porter leur plainte. Ce n'est pas au gouvernement de dire aux citoyens, c'est pas le tribunal du commerce qui s'intéressera à ce problème, je dis. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Vous parlez des employés qui seraient lésés et qui ne trouvent pas... On a vu des scènes de violence sur des chantiers à qui appartiennent aux Chinois, entre des Chinois et des Béninois. Ce n'est pas une première fois qu'on a vu ça. Je pense quand même que c'est l'occasion pour le chef de l'État. Je sais que vous en avez vu à plusieurs reprises. Donc, en fait, je dis, je ne jette pas la pierre. Nous sommes dans un état de droit. Je ne la jette pas. Et s'ils sont lésés, ils doivent porter plainte devant nos Mais je ne jette pas la pierre. Ce n'est pas seulement les ONG qui vont prendre leur devant pour aller porter plainte. Oui, non, je suis d'accord, mais en fait, je ne jette pas la pierre aux Chinois. Je dis, il faut qu'il y ait le respect de la personne humaine. Porter plainte. Et vous savez qu'il y avait un reportage qui avait réalisé en la matière. Absolument, et à l'époque, je me rappelle très bien. Et il y avait toute une histoire derrière. Et pourtant, c'était les compatriotes qui étaient lésés. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas que je dis que les Chinois sont tous mauvais au Bénin. J'en connais plein qui sont des amis. Je ne sais pas. Je vais vous le dire, je suis un peu... déranger Laurent Roland-Tonniquès, Adrien Tchomankou, que je ne puisse pas en tant que journaliste ou que je sois gêné en tant que journaliste d'aborder cette situation de coup d'État au Gabon très tôt ce matin. Vous me direz, mais pourquoi? Oui, je suis gêné, je suis un peu gêné de l'aborder parce que je ne sais pas ce qui va sortir de vos bouches. Et je ne peux pas contrôler ce qui va sortir de vos bouches. Et vous savez que je ne peux pas vous permettre de faire l'apologie des coups d'État. Mais l'actualité oblige, on est journaliste et on doit opiner sur des sujets comme ça, sinon vous ne l'êtes pas. Vaut mieux déposer le tablier. Et gare à vous si vous faites l'apologie du coup d'État sur ce plateau. En fait, bien avant, voilà, je vous avertis. Avant qu'on aborde cette affaire de coup d'État, je voudrais d'abord féliciter l'ambassadeur de la Chine près du Bénin, M. Pin Djemtao, qui a tout mis en œuvre pour la tenue de cette rencontre. Je veux parler
cet agenda bien fourni du chef de l'État qui sera réalisé en Chine. En Chine. D'accord. Si vous me permettez de aborder... Allons au Gabon. Adrien Tchomakou, ce fut une surprise ce matin qu'on apprenne qu'il y a eu coup d'État au Gabon. Et je pense quand même que la voie démocratique est la voie la plus indiquée et non la voie de la force. Tout à fait, M. Moré-Lagua. La meilleure voie, c'est la voie démocratique. Comment prendre le pouvoir par la force? C'est ça que je n'arrive toujours pas à comprendre. Vous allez à une élection, accepter les résultats, c'est de ça qu'il est question. Quand vous acceptez faire le jeu démocratique, œuvrez toujours pour la démocratie. Si vous n'êtes pas content de ce qui se passe, pourquoi ne pas porter plainte dans une juridiction compétente? C'est de ça qu'il est question. C'est inadmissible, moi je vais toujours le dire, que des militaires pensent qu'à tout moment ils peuvent prendre le pouvoir par la force. Non, moi je dis non. Parce que vous savez, le Gabon, c'est vrai, c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Mais si ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, le monde entier condamne ça, et ça commence encore en Afrique centrale, ça veut dire que l'Afrique est vraiment malade. L'Afrique étant malade, il faut aussi chercher les raisons pour lesquelles les choses se passent ainsi. On va nous parler de la mauvaise gouvernance, de la non-transparence des élections, de la non-transparence de l'organisation de l'élection ou des résultats qui ont été truqués. Où étiez-vous quand l'organisation des élections se passait? Moi, je pense que on doit, c'est-à-dire, l'Africain doit se dire, après tout, nous sommes les mêmes. Et que les gouvernants aussi doivent savoir raison garder. Que les gens ne pensent pas qu'ils vont s'éterniser au pouvoir, même si leur constitution, quand je prends par exemple le Gabon, la constitution n'interdit pas au président légitimement élu, M. Bongo, son excellence, de faire plus de 20 mandats. Ah oui, il peut mourir au pouvoir. Et si la Constitution le dit, il faut le laisser faire. Si la Constitution le dit, il faut respecter. Il faut respecter la Constitution. Après avoir rayé, ils pourront donc faire ce qu'ils veulent du pays. Mais pour le moment, c'est lui qui est au pouvoir. Donc je pense que les militaires doivent savoir que même s'ils sont forts et ils estiment qu'ils sont les plus forts, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous tous et qui, à tout moment, pourra leur dire non, vous prenez le pouvoir. Il faut faire pour gérer le pouvoir. Absolument, absolument. Nous ne souhaitons la mort à personne. Mais je pense quand même que, même sur ce plateau, ici, nous avons suggéré que son Excellence Bongo n'aille plus à cette élection. Qu'il cède la place aux autres. Puisque, pour nous, pour moi personnellement, moi je l'ai dit ici, pour moi c'est qu'il était plus ou moins fatigué. Bon, il était fatigué quand même. Mais il a pris la parole là-bas, tout comme s'il nous a suivis ici, pour dire qu'il est bien requinqué, il s'est bien requinqué et qu'il se porte très bien. Et la population a même applaudi. Et on dit Bongo, Bongo. Et il faisait des gestes pour montrer que oui, qu'il est en pleine forme. Je pense que c'est tout ça peut-être qui amène les militaires à agir maladroitement. C'est à condamner. C'est à condamner. À agir maladroitement. Et c'est à condamner. Et nos frères qui sont au Niger, qui sont au Gabon, sont en difficulté, Laurent Roland-Tonique. Est-ce que quand ces situations arrivent, les entreprises économiques ont du mal à prospérer? Et est-ce que l'Afrique n'est pas en train de reculer comme ça sur le plan démocratique et économique? Je suis d'accord qu'avec les coups d'État, l'Afrique recule. Il y a un problème de développement qui est ralenti, le développement qui est ralenti dans ces pays. Mais je voudrais être honnête et sincère. Cessons d'être hypocrites. Je vous dis la vérité. Cessons d'être hypocrites en Afrique. Attendez, je ne vais pas faire... Non, je sais que vous n'allez pas vouloir peut-être que j'aille au bout. Mais cessons d'être hypocrites. L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, attendez. Vous êtes responsable de vos propos. L'hypocrisie, c'est quoi? Non, je ne parle pas de vous en réalité. Je parle de l'Afrique en général, surtout les dirigeants en Afrique qui doivent cesser d'être hypocrites.
Quand Adrien Tchoumakou évoque la question des élections organisées dans ce pays, je vous ai dit... Je sais pas si dans ce pays au Bénin, on parle du Gabon. En Afrique. Je crois que, je ne sais pas si c'est avec vous, j'ai dit qu'il y a un député, un ex-député de la mouvance présidentielle au Bénin qui a partagé sur son statut le dimanche dernier ou samedi soir les résultats qui suivent, ainsi qu'il suit. Regardez, Albert Ondo, 77,16% et Ali Bongo, 18%. Oui, mais il a partagé, mais... Sur son statut. Est-ce que c'est lui qui représente la Sénat? Est-ce qu'il est la Sénat? Attendez, laissez-moi... Non, lui, il partage. Il a eu les résultats. Laissez-moi aller au bout. C'est donc ce matin que les résultats ont été proclamés au Gabon. Laissez-moi aller au bout. Non, je ne suis pas d'accord que vous soutenez ça. Je ne soutiens pas... Mais laissez-moi aller au bout de mes idées quand même. Oui, mais il ne peut pas partager ça tant que le résultat n'est pas proclamé. Est-ce que vous me permettez? Vous pouvez me permettre? Oui, mais vous ne pouvez pas... J'ai pas fini mon développement quand même. J'ai pas fini mon développement. Pour dire que les résultats ne sont pas proclamés. L'exemple est mal choisi. Oui, les résultats ne sont pas proclamés. Vous êtes libre. Vous êtes libre de penser que c'est un exemple mal choisi. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, mais les résultats ne sont pas proclamés. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Dites-nous où est-ce qu'il a eu ces chiffres. Les militaires, dans leur déclaration, disent les résultats tronqués. Dites-nous où est-ce qu'il a eu ces chiffres alors. De toute façon, moi je ne sais pas où il est. Il fallait me laisser aller au bout de mes idées. Non, aller au bout de vos idées en nous disant où est-ce qu'il a eu ces chiffres. Je vous dis, c'est une autorité qui a partagé ce... Oui, mais cela ne justifie pas. Est-ce que vous pouvez me permettre de finir? Oui, mais je vais vous permettre, mais dites-nous où est-ce qu'il a eu ces chiffres. Mais comment il peut savoir où il y a ces chiffres? Mais comment il peut savoir moi? Si vous ne savez pas, vous n'avancez pas. Comme exemple. Non, vous n'avancez pas les chiffres, puisque les résultats n'ont pas été proclamés au Gabon. Quand je prends la loi... On peut passer à un autre sujet, il n'y a pas de problème. On peut passer à un autre sujet. Bon, nous allons passer au sujet de gaz. OK. Alors, donc, on constate que le gaz domestique a augmenté de prix, et c'est de façon anarchique. Et on remarque donc que, finalement, nous en avons parlé vendredi, le ministère du Commerce a finalement pris le taureau par les cornes, comme je le disais tantôt. Oui, il faut dire que Madame le ministre du Commerce a pris un communiqué pour situer clairement le peuple béninois, que le gaz n'a pas augmenté de prix, que les gens font de la surenchère. Madame le ministre a expliqué, a rappelé les prix des kilogrammes de gaz domestique, bien sûr. Et là, nous avons compris que ce sont des commerçants véreux qui veulent s'enrichir à tout prix. Puisque la rentrée s'approche, les gens, les fournisseurs de ces gaz veulent passer par tous les moyens pour asphyxier financièrement le peuple béninois. Qu'est-ce qui a alimenté cette situation d'augmentation du prix du gaz? Puisque je me suis renseigné, on m'a dit que le gaz est disponible dans les stations. Le gaz est disponible. Mais quand on nous dit que le gaz est disponible, le gaz n'est pas totalement disponible. Certes, le gaz est disponible, mais par endroit, il n'existe pas. Parce que, vous savez, le groupe de presse Fraternité, c'est bel et bien en face d'une station-service. Absolument, oui. Et quand vous êtes au dehors, sur notre portail, on voit ce qui se passe. Des gens y vont, des gens sont satisfaits, d'autres ne sont pas satisfaits. Il y a c'est-à-dire les gaz ne sont pas kilogrammes. Donc, les bouteilles ont des kilogrammes. Je ne sais pas, je ne suis pas technicien en la matière, mais une chose est claire, il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres ne sont pas satisfaits. Je me suis rapproché d'eux, on m'a dit oui, que le gaz est disponible, mais que par moment, il y a rupture, et que s'il y a rupture... Les gens profitent pour faire de l'assurance. Non, eux, ils ne font pas de l'assurance. Oui, je dis les d'autres quoi, d'autres fournisseurs. Que s'il y a rupture, dans l'intervalle de 24 heures, ils sont approvisionnés, ils ont le gaz domestique pour pouvoir mieux servir les gens. Une chose est claire, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a surenchère et le gouvernement, par le biais des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce, sont en train déjà de procéder à la fermeture de certaines boutiques qui font de la surenchère, de certaines stations. Vous avez vu dans le Monokoufo, vous avez vu les images. On a vu dans l'Ouémé également. Dans l'Ouémé, dans le Zoukoline. Et aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est ce mercredi que, par exemple, à Abomey ou à Boïko, je ne sais où, je n'ai pas le calendrier, mais une chose est claire, plusieurs fournisseurs de gaz domestique épinglés sont convoqués. Et selon les dernières informations, c'est qu'ils vont répondre de leurs actes. Très bien.
ils vont répondre de leurs actes parce que c'est inadmissible. Écoutez, le ministre, madame le ministre du Commerce a bien fait même de donner un numéro vert. Si c'est le 133, si le je ne me trompe. 133. Si vous êtes quelque part et vous constatez que le prix fixé par le gouvernement, le gaz qu'on veut vous vendre, quand vous prenez le kilogramme du gaz qu'on veut vous vendre, que ce prix est plus élevé que le prix fixé par le gouvernement, vous restez devant cette boutique ou cette station-service, il suffit d'appeler le 133, vous indiquez le lieu. Si c'est comment on appelle ici, Aglo, à Sievra, vous indiquez pour dire je suis devant Sievra, et le gaz domestique coûte tel montant. Dans l'intervalle de 15 minutes, la police sera là. Et je pense que c'est ça que le gouvernement doit encourager. Le gouvernement a commencé, le gouvernement doit poursuivre ça pour décourager à jamais des commerçants véreux. J'ai lu sur les réseaux sociaux, les gens nous font croire que le gaz nous vient du Niger. Est-ce que c'est ça, que c'est parce que la frontière est fermée? Mais même si c'est le Niger, est-ce que c'est le Niger seul, c'est du Niger seul que le gaz domestique nous parvient? Je ne saurais le dire. Une chose est claire, même si la frontière terrestre entre le Bénin et le Niger est fermée, il y a même d'autres sources d'approvisionnement et le gouvernement est à pied d'œuvre pour que le peuple béninois soit satisfait. Parce que sans le gaz domestique, nous ne pouvons pas manger à notre faim. Même si vous avez les céréales, même si vous avez les produits vivriers, même si vous avez tout, il faut quand même que le gaz domestique nous soit rendu disponible. Et là, j'invite le gouvernement, même si aujourd'hui le ministre du Commerce s'envole en Chine avec le chef de l'État, une chose est claire, les services compétents, les cadres du ministère sont là, les directeurs départementaux, et je pense qu'ils mettront tout en œuvre. Les services de contrôle. Le directeur de cabinet du ministère du Commerce et de l'Industrie mettra également tout en œuvre pour que nous ayons le gaz domestique à temps réel. Parce que, vous savez, c'est la rareté d'un produit qui contribue à sa surenchère. Le vendredi dernier, nous avons parlé vraiment de cette situation et nous avions dit que le ministère du Commerce a semblé baisser les bras. Ça n'a pas tardé dans l'après-midi et le communiqué donc a été publié. Et aujourd'hui, on a vu que des dispositions sont prises pour donc mettre fin à cette pratique de surenchère sur le gaz. Laurent Roland-Tonné-Ikes, vous avez vu, les dispositions ont été prises par le gouvernement. Oui, moi je crois que c'est un communiqué qui vient de dire que oui, on ne doit pas vendre le produit à un prix élevé, d'accord. Mais la ministre du Commerce a oublié de nous rassurer qu'il y a la disponibilité du gaz. Moi, je suis formel là-dessus. C'est bon de sortir un communiqué pour dire que le prix doit être standard. D'accord. Mais il faut que la ministre nous sorte un communiqué pour nous rassurer qu'il y a la disponibilité du produit au niveau des sources d'approvisionnement des grossistes. Aussi longtemps qu'on n'aura pas ce communiqué, à un moment donné, je pense qu'on fait une lutte à demi-teinte en réalité. Il faut nécessairement que la ministre du Commerce nous dise oui, les grossistes qui vendent des produits, en tout cas aux fournisseurs, aux revendeurs, ils en ont en quantité et en réalité, il n'y a pas de raison que les grossistes, les revendeurs augmentent le prix. Mais loin, je dirais, je l'ai dit hier, je rappelle ce matin, la loi de l'offre et de la demande. Quand la demande est forte, plus que l'offre, le prix augmente. Ça, c'est connu de tous. C'est le BA en économie. Quand l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. Mais quand la demande est plus forte que l'offre, le prix augmente. C'est le BA en économie. Et donc, si vous ne nous rassurez pas qu'il y a de produits chez les grossistes, les revendeurs qui ont les produits et qui savent que les populations en ont besoin peuvent appliquer la loi de l'offre et de la demande. C'est simple. C'est vrai qu'il faut décourager cela parce que, dans une certaine mesure, les revendeurs ont en face des clients qui sont des Béninois comme eux. Ce n'est pas Patrice Talon qui vient acheter le gaz chez eux, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les députés qui sont à l'abri du besoin qui viennent acheter le gaz chez eux. En tout cas, eux aussi, ils achètent, mais eux, au moins, ils ont les moyens de pouvoir supporter quel qu'en soit le coût du gaz. Mais le Béninois lambda, qui a un revenu moyen, dans une certaine mesure, c'est déjà un poids pour lui que de supporter une sorte de surenchère. Mais j'insiste là-dessus, je suis d'accord qu'il faut sortir un communiqué pour réprimer tous ceux qui font de la surenchère, mais rassurez-nous qu'il y a le produit disponible. Et je vais dire, comme je l'ai dit toujours aux revendeurs, faites l'effort
de tenir compte de la vie de vos concitoyens pour ne pas faire de la surenchère insolente à la limite parce que vous voulez de l'argent. Il ne sert à rien de chercher à tout prix à gagner beaucoup d'argent sur un produit. Gagner 500 francs, 1000 francs peut-être si vous avez la certitude que le produit n'est pas disponible, ce n'est pas encore sorti. Mais le fait d'aller jusqu'à 2000 d'augmentation, 3000 d'augmentation, je pense que c'est une exagération qu'il faut décourager. On va parler de la rentrée scolaire 2023-2024 et les syndicats exigent la totalité des primes, un ultimatum de 8 jours. Non, ça c'est autre sujet, mais ils exigent la totalité des primes. Quand j'ai lu ce titre, ce qui m'a fait rire, Laurent Roland-Toniquet, je me suis dit de quels moyens disposent aujourd'hui les syndicalistes s'ils ne reçoivent pas la totalité, puisqu'ils n'ont que 10 jours, je crois, de grève dans l'année. Le problème que posent les syndicalistes, c'est un problème assez sérieux. On ne peut pas dire qu'on veut payer prime de rentrée aux enseignants et on saucissonne. On paye en plusieurs tranches. Ce n'est pas que les primes, c'est aussi les subventions. J'en ai parlé hier. Je crois que c'est très important de faire en sorte que les enseignants puissent avoir les primes en totalité. Ce n'est pas bien. On sait combien certaines autorités gagnent quand même. Et si c'est les primes de quelques dizaines de mille qu'on doit donner aux enseignants qu'il faut encore saucissonner, je crois qu'il y a une dose d'humiliation dans cette affaire. Il faut les considérer. Les enseignants sont à célébrer en réalité, sont à honorer dans une certaine mesure. Et donc, quand ils doivent commencer une rentrée scolaire, qu'on doit saucissonner les primes, moi je pense que ça peut choquer, mais c'est un manque de respect aux enseignants qui nous ont fait, nous tous, à quelque niveau que nous soyons, sans un enseignant, nous ne serions peut-être pas là en train de parler français. Et sans enseignant, il n'y aurait peut-être pas un président ou un député ou un ministre qui parle français. Donc, c'est mes personnes qui nous ont fait, qui nous ont forgé dans une certaine mesure, parce que, regardez, pour que vous puissiez peut-être vous asseoir sur un plateau un jour pour parler, il a fallu qu'un monsieur ou une dame ait la patience, quand vous avez commencé le CI, de vous montrer comment il faut tracer les traits, comment il faut écrire A, B, C, D. Et ces personnes, chaque année, soulèvent toujours un certain nombre de problèmes, mais qu'on a du mal à régler. Les enseignants, pour moi, doivent être ceux qu'on privilégie en toutes choses, dans toutes les négociations, pour améliorer les conditions de vie. Donc, c'est vrai que vous l'avez dit, ils ont peut-être à peine 10 jours de grève dans l'année. Et donc, ils parlent de... Et que, bon, peut-être... On ne voit pas par quels moyens ils peuvent donc... Ou non, moi je pense que le gouvernement ferait mieux de ne pas espérer... Non, le gouvernement ferait mieux de ne pas attendre que les enseignants aillent en grève. C'est une question d'honneur pour le gouvernement aussi. Que de vite payer les primes en totalité et de permettre à ces enseignants de dire oui, le gouvernement pourrait payer la totalité. Parce qu'il y a les populations et les parents d'élèves qui suivent aussi ce qui se passe. Quand les enseignants réclament chaque fois, il y a des parents qui suivent pour dire finalement, il y en a qui ont peut-être pris fait cause pour le pouvoir en place, mais rien que pour ces informations, peuvent se décourager et être des soutiens de moi pour le pouvoir en place. Donc, le mieux, c'est une question d'honneur, pas pour si le gouvernement sait davantage, il ferait mieux de libérer ces primes-là en une tranche et de payer aussi les subventions au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année scolaire pour permettre aux enseignants d'avoir les moyens pour faire fonctionner les écoles. Très bien. Adrien Tchobankou, voilà les enseignants qui réclament la totalité des primes pour cette rentrée. Est-ce que le gouvernement pourra donc satisfaire cette doléance? Laurent Roland-Toniquet l'a dit, il faut les célébrer. Et c'est à la limite une humiliation que de saucissonner leurs primes à la rentrée. Quelle est votre position? Vous savez, c'est ici que je viens d'être informé qu'on saucissonne ce qu'on doit aux enseignants. Ce qu'on doit aux enseignants, c'est combien? C'est combien de milliards? C'est combien de milliards? Et on ne peut pas leur payer en bloc. Il y a ce qu'on appelle priorité dans priorité. L'enseignant, pour moi, est prioritaire. Parce que sans l'enseignant, personne ne peut être ce qu'il est aujourd'hui dans ce gouvernement. Nous qui sommes ici, il n'y a pas d'intellectuel sans enseignant. Donc c'est l'enseignant qui nous a fait. On doit mieux s'occuper des enseignants. Et je pense que si vous faites le point de ce qu'on doit aux enseignants dont on parle, c'est peut-être, si c'est trop élevé par personne, que c'est 100 000 francs. C'est pour ça que je m'interroge que le tout là, ça fait combien de milliards? Écoutez, le gouvernement peut débloquer ça rapidement pour qu'il n'y ait pas de frustration. Vous savez, moi je l'ai dit sur l'OTB le vendredi passé, j'ai dit d'abord du fait que la rentrée est maintenue
pour le 18 prochain, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour le fait que, à l'étape actuelle des choses, il y a la crue qui fait des dégâts dans certaines localités du Bénin. Quand vous prenez le nord Bénin, Malanville, Kandi, Karimama, n'en parlons pas. Vous venez à Tchaourou, où il y a tellement de dégâts, où les maires de ces localités amènent maintenant les victimes dans les écoles, pour occuper les écoles. Quand vous venez à Djoum, où il y a 2 morts, même aussi à Malanville, il y a 2 morts, et comment on appelle, à Bonou et consorts là, dans l'Ouémé. Tout ça là, c'est l'Ouémé. C'est l'Ouémé. C'est des localités qui sont traversées par le fleuve. Des localités qui sont traversées par le fleuve de l'Ouémé et le fleuve du Niger. Où les fleuves font des ravages, où on amène les gens, qu'on voit les gens maintenant dans des écoles, première des choses, où les écoles aussi sont en train d'être envahies par l'eau. La meilleure solution, c'est de nous ramener notre rentrée scolaire en octobre, comme cela se faisait sous Boni Yahi et sous Patrice Talon 1. Ce n'est pas parce qu'on veut être collé au standard international où la rentrée doit démarrer obligatoirement en septembre, le 18, qu'on doit maintenir. Non, les changements climatiques ont assez d'effets. Donc nous devons nous adapter. On ne va pas regarder ça. Une chose est claire, il n'y a plus assez de grève au Bénin et tout le monde maintenant veut envoyer ses enfants dans des écoles publiques, ce qui est souhaitable, ce qui est bien. Donc je pense qu'il faut que ce problème soit résolu. Il faut qu'on règle le problème des primes aux enseignants. L'enseignant, vous, écoutez, soyons honnêtes, quand vous regardez comment nous vivons au Bénin, je ne suis pas en train d'insulter les enseignants. Les familles les plus pauvres et qui sont des intellectuels, c'est les familles des enseignants. Il y a quelques années encore, il y a des enseignants quand même qui ont été bien lotis aujourd'hui à l'université ou ailleurs. Non, quand je parle d'enseignants, je ne parle pas des enseignants du supérieur. Prenez, puisque je suis en train de parler au ministre des enseignements maternels et primaires. La situation a été arrangée depuis Boni Yahi. Maternels et primaires, il y a des secondaires. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je ne parle pas de ceux du supérieur. Il y a des supérieur. enseignants de primaire qui roulent. Il y a des enseignants de primaire qui roulent comme ça. Depuis Boni Yahi, la situation des enseignants du primaire a changé. Ce n'est plus les enseignants qu'on voyait avec motobécane. Non, attention. C'est pas les enseignants qui traînent. On a pris les enseignants qui traînent leur moto. Non, comprenez. Aujourd'hui, les enseignants. La situation s'est véritablement améliorée. Il y a une avancée notable en la matière. Il faut le... Non, en fait, je comprends. Non, faut pas faire qu'on ait pitié des enseignants quand même. Ça va mieux. Ça va mieux. Ce n'est pas encore ça. Si le gouvernement actuel faisait... Ça va mieux quand même. Si le gouvernement actuel faisait un peu d'efforts en plus, ça va encore davantage améliorer les conditions. C'est ce que je demande au gouvernement. Vous n'avez pas encore dit. Vous n'avez pas dit ça. On vous laisse assez d'efforts pour améliorer davantage les conditions de vie des enseignants. Quand le gouvernement m'en excuse, si le gouvernement pense que je suis en train d'aller contre sa volonté politique d'encourager les enseignants ou de les accompagner d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que l'idéal, c'est de mettre assez de moyens à la disposition des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. On ne cessera jamais de parler de ça. Laurent, vous avez quelque chose à dire? Il parle de mettre plus de moyens. Non, pas de moyens. Il y a une subvention qui est connue. C'est dit peut-être qu'il faut augmenter dans une certaine mesure le salaire des enseignants. Je ne dis pas d'augmenter leur salaire. Ce qui est déjà là, qu'on leur remette ça d'abord. Oui, mais non, je parle. Je ne suis plus même le journal, le matinal. Je ne suis plus au niveau des primaires. Moi, je dis, parce que vous aviez dit que vous aviez souhaité aussi qu'on augmente, qu'on améliore davantage la situation. Oui, donc, amélioration des conditions appelle augmentation des salaires. Pas tellement le salaire. Vous le faites pas pour améliorer les conditions. Il y a des primes. Je sais qu'il y a toujours des primes. Vous savez que ce gouvernement n'est pas dans la logique des primes. Avant, il y avait prime de craie, non? Ça continue. Bon, il faut créer prime de chiffon, prime de bic. Prime de poussière. Non, vous savez que le gouvernement actuel n'est pas accro de ce qu'on appelle prime. C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux
espérer une augmentation de salaire et l'amélioration des conditions de travail des AME. On a augmenté le salaire il n'y a pas longtemps. C'est que la masse salariale, la masse salariale. Le gars, non, il dit qu'il on a augmenté le salaire il n'y a pas longtemps. Il demande encore augmentation de salaire. C'est pourquoi je dis non qu'on ne peut pas augmenter le salaire. Ah, vous soutenez. Le gaz coûte cher et l'essence a augmenté de prix. 650 à 680. Oui. Écoutez, ce que je dis, c'est quand même raisonnable. Qu'on leur crée d'autres primes. Non, mais on vous a dit que le gouvernement actuel n'a pas accro de primes. À tout moment, on peut supprimer la prime. L'expérience a prouvé que depuis 2016, le gouvernement actuel n'aime pas les primes. N'aime pas trop les primes. Ça, c'est vous, votre lecture. Bon, on va finir. Tout le monde sait que les primes ont été subventionnées à un moment donné. Désormais, les journalistes auront des primes. Parce que vous vous êtes informés Si c'est primes, si c'est primes, on va me payer pour me contrôler le silence, je n'en veux pas. Qui veut te contrôler le silence? En tout cas. Il vaut mieux parler pour jouir de ton. Non, mais je dis, si c'est primes, on doit nous payer. Si on doit payer primes aux journalistes pour les empêcher de parler. Parce que quand vous prenez, parfois, quand l'argent vient de quelque part, vous prenez quelque part, vous avez un devoir de redevabilité. Et si c'est ça, je ne souhaite pas. Vous n'allez pas prendre, nous on va prendre et on va parler. Vous savez très bien que vous prenez. Est-ce que les contrats signés par le gouvernement avec les médias, d'ailleurs ça se signe dans tous les États, même à l'Élysée, est-ce que ça vous empêche de parler? Est-ce que ça empêche les organes de parler? Est-ce que quelqu'un vous a dit de ne pas parler? Il n'y a pas de ligne. Est-ce que vous êtes jamais venu dans ce studio avec une bande à la bouche? Vous savez très bien mieux que moi qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Ah bon? Ah bon? Vous nous informez, moi je ne suis pas au courant. En tout cas, je ne suis pas au courant. Je vais vous donner une minute, parce que je ne comprends pas. J'en parle et j'en reparle. 17 cybercriminels déposés en prison. Ça continue. Ouais, ça doit continuer, ça va continuer. Tant que... Les prisons ne sont pas remplies. Est-ce que ces prisons, même si les prisons sont remplies, ça va toujours continuer? Ça va continuer tant que les gens vivent. Parce que vous et moi, là où nous sommes ici maintenant, ce qui est dans votre cerveau, moi je ne peux pas savoir. Ce que vous faites en coulisses, moi je ne peux pas savoir. Et le Béninois veut à tout prix... Ce que je fais en coulisses. Écoutez. Qu'est-ce que je fais en coulisses? Certainement que vous connaissez affaire de coulisses. Je ne comprends même pas. Il ne m'a pas dit ça. C'est quel exemple ça? Oui, je ne comprends pas. C'est quel exemple ça? Est-ce que c'est vrai que vous, les diacres, vous qui êtes diacres là, vous recevez beaucoup de... Oui, hein? Ah, et il les soutient, il les soutient, on va laisser ça comme ça. De quoi? Il les soutient, On reçoit beaucoup de quoi? Ils veulent des prières pour qu'on les arrête pas. Les cybercriminels là. Ne mélangez pas, pardon. Non, sur la question, non, attendez, ne mélangez pas. Les gaïmans savent chez qui ils vont. Okay. Écoutez, moi je suis formellement contre, et vous savez mieux que quiconque, que je suis formellement contre. Aucun gaïman ne me côtoie. Je n'ai pas d'amis gaïman. Jusqu'à preuve du contraire. Je m'en fous de ce qu'ils ont comme richesse. Ils ne peuvent même pas oser. Parce que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et je n'aime pas me plonger dans les histoires de faux. Et vous le savez mieux que quiconque. Donc, ne mélangez pas à dire que les pasteurs, les diacres reçoivent beaucoup de gaïman ou je ne sais quoi dans les coulisses. Il y a des brebis galeuses dans tout secteur. Effectivement. Un peu partout. Des journalistes peuvent couvrir des gaïman. Et pourtant, il y a des journalistes qui ne seront jamais heureux de travailler avec les gaïman. Donc, évitons souvent de généraliser et de tenir compte de vouloir peut-être jeter le propre sur des corporations ou des confessions religieuses. Je vous en prie. Cela est dit. Parole du diacre. Non, il faut que ce soit clair. Je pense qu'il était important que vous fassiez. Il faut vraiment éviter. C'est valable pour toutes les corporations, pour tous les secteurs. Il y a des charlatans. Il y a des charlatans, quand un gars va chez eux, il peut les dénoncer. Okay. Mais il y a pourtant les néo-charlatans qui couvrent les gaïmans. On ne va pas dire comme ça que tous ceux qui sont beaucoup dans ce pays sont complices des gaïmans. Non, on ne peut pas. On ne peut pas le dire. Effectivement, c'était important de faire cette clarification. Okay. On va finir. Donc c'est pour dire que la lutte contre la cybercriminalité continue. Ce n'est pas que le CSI a relâché, mais ça continue. La lutte continue. Au même moment, les gens vont toujours continuer à opérer. Si les gens n'opèrent pas, les policiers seront au repos. C'est ça. Il faut que des gaïmans
malgré, en dépit de ce qui est en train d'être fait, des dénonciations de toute action posée par le pouvoir central, continue toujours. Et les policiers aussi vont toujours continuer à les attraper. C'est ça la vie. Non, je pense que la question des Gaïman aujourd'hui, c'est un problème assez sérieux. La fin, ce n'est pas pour demain, malheureusement. Il va falloir peut-être comprendre que c'est un système qui va continuer à exister. Des gens vont quitter le Bénin, vont s'installer ailleurs, continuer cette mauvaise pratique dans une certaine mesure. Il va falloir que le CSC soit renforcé. Ils ont fait un travail assez remarquable. C'est vrai qu'à ce niveau aussi, il faut aussi peut-être revoir une certaine posture de l'OCRC dans l'appréhension du... Parce que malheureusement, quand vous êtes assis quelque part où il y a les gaïmans qui sont en train de boire et quand on vient, on vous ramasse tous. Et aujourd'hui, peut-être que si vous avez certaines applications sur votre portable, c'est vite à arriver qu'on vous assimile à un cybercriminel. D'ailleurs, moi je dis à tous ceux qui ont des histoires de crypto-monnaies ou autant, leur portable qui ne le sait pas du tout, alors qu'ils ne sont même pas criminels, de véritablement vite supprimer. Parce que moi, je dis, vous ne faites pas la partie. Parce que les cybercriminels aujourd'hui prennent l'argent par les crypto-monnaies. Et donc, malheureusement, vous qui avez peut-être un type de crypto-monnaie sur votre portable, et que peut-être entre-temps vous avez oublié le mot de passe, on peut vous assimiler à un caïman et on peut traiter ça de refus d'obtempérer dans une certaine mesure. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut peut-être faire la part des choses. Je le dis parce qu'il y a eu des informations comme étant de ce que des gens ont été ramassés comme ça. Malheureusement, ils se sont retrouvés dans de telles difficultés. Bon, c'est vrai que entre eux et la justice qui dit la vérité, on verra, parce que quand ils seront devant les juges, on saura qui dit la vérité. Mais j'insiste sur le fait que chacun doit maintenant davantage faire très attention. Faites très attention à sa collaboration, à sa fréquentation. Moi, je le dis et je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas d'amis gaïman. Dès le moment où je parle avec toi une fois, deux fois, je sens que tu fais une telle pratique automatiquement, je coupe le pont avec toi parce que je ne veux pas salir mon nom. Il y a une question d'intégrité. Vous ne pouvez pas être en train de faire un travail objectif de conscience en tant que journaliste et être ami à un journaliste, à un gaïman et protéger un gaïman. C'est à décourager. Et donc, tous ceux-là qui ont des amis gaïman, autant mieux les décourager, les conseiller pour leur dire c'est cette pratique va te reconvertir plutôt que de continuer à être leur ami parce qu'il va te donner quelques pitances ou bien tu as quelques avantages chez lui. Au-delà de tout, en son temps, tu vas subir au même titre que lui parce qu'on ne parlera d'association de malfaiteurs. 8h58 dans tout le Bénin. Je ne sais pas l'heure qu'il fait au Gabon. Est-ce que c'est 1 heure de moins ou bien c'est pas 1 heure de moins. 1 heure de moins. Donc 7h58 à Libreville, au Gabon. Madame, Messieurs, voilà, nous avons fini l'analyse et les commentaires. Merci de nous avoir suivis.